Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo dans laquelle vous trouveriez toutes les informations nécessaires pour mieux comprendre le contenu des œuvres du programme de la première année du bac. Si vous êtes prêts, on commence. On commence par la première œuvre, La boîte à merveilles de Ahmed Sfraoui. Quel est le genre de la boîte à merveilles? C'est un roman autobiographique. Ce roman est écrit en quelle année? En 1952. Elle est publiée en quelle année? En 1954. Quelle est la date de la naissance et de la mort de Ahmed Sfraoui? Il est né en 1915 et il est mort en 2004. Comment s'appelle le narrateur dans le roman? Il s'appelle Sidi Mohamed. Le narrateur enfant, à quel âge? Elle a 6 ans. Quel est le problème du narrateur? Il souffre de la solitude. Où habite-t-il? À Dar Chouafa. Quel est le contexte historique de l'histoire? Le contexte historique. Oui, c'est la colonisation française. Quel est l'événement perturbateur dans le roman? C'est la ruine du père. Combien de saisons y a-t-il dans le roman? Lesquelles? Dans le roman, il y a 3 saisons, l'hiver, le printemps et l'été. Le narrateur aime l'invisible, ou bien le visible, ou bien le néant. Il aime l'invisible. Le narrateur avait un penchant pour le jeu, ou bien pour l'amusement, ou bien pour le rêve. Il avait un penchant pour le rêve. Les autres bambins se contentent-ils du néant, ou bien de l'invisible, ou bien du visible? Les bambins, ça veut dire les amis, ou bien les autres enfants de l'âge qui ont le même âge que le narrateur. Ils aiment le visible. Le sentiment que le narrateur éprouve à l'égard du bain mort est le bonheur, ou bien la colère, ou bien le malaise. Oui, c'est le malaise, puisque le narrateur n'aime pas le bain mort. La mère est décrite comme bavarde, silencieuse ou bien pieuse. Elle est décrite comme bavarde. Lalla Zoubida s'est disputée avec Rahma à cause de la dispute de Zinb, ou bien de la lessive,
ou bien du bruit fait par Sidi Mohammed? Quelle est la cause de la dispute? Oui, c'est la lessive. Le jour de la dispute était le dimanche, ou bien le lundi, ou bien le mardi. C'est le lundi. Le narrateur enfant n'aimait pas le mardi, car c'était le jour de récitation, ou bien parce que c'était le jour de lessive, ou bien parce que c'est le jour de repos. Parce que c'est le jour de récitation. Lalla Aïcha est-ce qu'elle est une voyante, ou bien une ancienne voisine, ou bien une amie de rencontre, ça veut dire une passagère. Lalla Aïcha est une ancienne voisine de Lalla Zoubida. Le sentiment que le narrateur éprouvait envers Lalla Aïcha est la haine, ou bien le respect, ou bien le dégoût. Quel est le sentiment du narrateur envers Lalla Aïcha? Oui, c'est le dégoût. Le Ma'allim Abdeslam était tisserand, ou bien babouchier, ou bien jardinier. Le travail de Moulay Abdeslam, c'est un tisserand. Rahma pleurait car son mari est décédé, ça veut dire elle est morte, ou bien parce que Zineb a disparu, ou bien parce que la Zoubida l'a insulté. Pourquoi il pleurait? Parce que Zineb a disparu. Qui a trouvé Zineb? Est-ce que c'est Fatma Bziouia, ou bien Lalla Zoubida, ou bien Fatma Bziouia et Lalla Zoubida? Elle a été retrouvée par Fatma Bziouia et Lalla Zoubida. Moulay Al-Arbi a été trahi par son associé. Qui est cet associé? Est-ce que c'est Abdelkader, ou bien Abdeslam, ou bien Abdelnabi? C'est Abdelkader. La boîte à merveilles permet au narrateur de s'évader du monde réel, ou bien de jouer avec ses camarades, ou bien de s'évader du monde invisible. C'est pour s'évader, ou bien s'enfuir du monde réel. Lalla Aïcha, pour aider son mari, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a fait une dette de son ami Zoubida, ou bien a visité Sidi Ali Bouralb, ou bien a vendu ses bijoux? Pour aider son mari, Moulay Al-Arbi, Lalla Aïcha a vendu ses bijoux. Le père a emmené sa femme et son fils au souk des tissus, ou bien au souk des bijoux, ou bien au souk des épices. Il a emmené sa femme et son fils au souk des bijoux. Le père est sorti avec sa femme et son fils pour acheter une chemise à son fils, ou bien pour acheter des épices et des provisions, ou bien des bracelets à sa femme. Donc, puisqu'ils sont allés au souk des bijoux, c'est pour acheter des bracelets à sa femme. Le malheur du jour du souk était la ruine du père, la dispute du père avec un coursier, ou bien la maladie de l'enfant. Le malheur du jour du souk était la dispute du père avec un coursier. Zoubida a pensé que les bracelets achetés par son mari sont des bijoux fabuleux, ou bien des porte-malheurs, ou bien le meilleur cadeau qu'on lui a offert.
Pour Lalla Zoubida, les bracelets sont considérés comme des porte-malheurs. Le malheur de la famille du narrateur est la ruine du père, ou bien la maladie de Sidi Mohammed, ou bien la dispute de la mère avec les voisines. Le malheur de la famille était la ruine du père. Que décide le père alors de faire? Est-ce que c'est de travailler comme ouvrier dans un atelier, ou bien travailler comme moissonneur, ou bien vendre tout le mobilier de la maison? Le père, il est ruiné, il a perdu tout son argent, donc il va travailler comme moissonneur aux environs de Fès. Le père quittera sa famille pendant 1 mois, ou bien 2 mois, ou bien 3 mois. Il va quitter sa famille pendant 1 mois. Sidi al-Arrafi était sourd, ou bien muet, ou bien aveugle. Sidi al-Arrafi, le voyant, est-ce qu'il était sourd, muet, aveugle? Il était aveugle. Le messager envoyé par le père apporte. Est-ce qu'il a apporté une lettre et un poulet, ou bien des provisions et de l'argent, ou bien une bouteille d'huile et des œufs? Il a apporté des provisions et de l'argent. Salama est venu pour annoncer une bonne nouvelle, ou bien un grand malheur, ou bien une mauvaise surprise. Salama est apparu vers la fin de l'histoire, donc il est venu annoncer une nouvelle. Laquelle? Il est venu annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle annoncée par les 2 visiteuses et Moulay al-Arbi a l'intention de répudier la fille du coiffeur, ou bien le père du narrateur est revenu de la campagne, ou bien Sidi Mohammed apprend vite le courant. Les 2 visiteuses sont Zohor et Salama. Il vient annoncer que Moulay al-Arbi a l'intention de répudier la fille du coiffeur. Répudier, ça veut dire divorcer. Quelle est la bonne nouvelle dans le chapitre 12? Est-ce que c'est le retour du père, ou bien la guérison de l'enfant, ou bien la visite de Sidi al-Arrafi? C'est le retour du père. Qui a annoncé la bonne nouvelle? Est-ce que c'est Hammousa, ou bien Zineb, ou bien Allal Yaqoubi qui a annoncé la nouvelle du retour du père? C'est Zineb. Pendant la conversation des 2 hommes, l'enfant a ouvert sa boîte à merveilles, a joué avec Zineb, ou bien s'est évanoui. Pendant la conversation des 2 hommes, c'est-à-dire Moulay Abdeslam et Driss al-Awad. Sidi Mohammed a ouvert sa boîte à merveilles. On passe maintenant à la 2e œuvre, la tragédie moderne Antigone de Jean Anouilh. Quel est le titre de cette œuvre? Bien sûr, c'est Antigone. Qui en est l'auteur? Jean Anouilh. À quel genre appartient cette œuvre? C'est une tragédie, précisément une tragédie moderne. Quelle est l'époque des événements? Les événements se déroulent en quelle époque?
c'est l'Antiquité grecque, puisque Antigone est tirée d'un mythe. Cette pièce est écrite et présentée en quelle année? Elle est écrite en 1942 et elle est présentée pour la première fois en 1944. Quel lien de parenté relie Antigone avec Aimant? Quelle est la relation entre Antigone et Aimant? Le lien de parenté, lien familial. Antigone est la cousine de Aimant. Quel lien de parenté Antigone a-t-elle avec le roi Créon? Le roi est son oncle, Antigone est la nièce du roi. Comment le roi voulait-il rendre hommage à Étiocle, le frère d'Antigone? En organisant d'imposantes funérailles. Pourquoi Créon est-il devenu roi? Car Oedipe et ses fils sont morts. Thèbes a besoin d'un roi, donc puisque Oedipe est mort, ses fils Étiocle et Polynice sont morts, donc c'est Créon qui deviendra le roi. Quelle fonction Créon avait-il avant la mort d'Oedipe? Quelle était sa fonction? C'était le premier personnage de la cour royale. Qui a élevé les deux filles d'Oedipe? Les deux filles d'Oedipe sont Antigone et Ismène. C'est la nourrice. Selon quel ordre les personnages sont-ils présentés? Selon quel ordre les personnages sont présentés dans cette histoire? De plus important au moins important. On a commencé par présenter la famille royale, puis les autres. De quel personnage le prologue annonce-t-il la mort? Le prologue, c'est au début de la pièce. Quels sont les personnages qu'il avait annoncés comme morts? Antigone, Aimant et Eurydice. Que fera Eurydice pendant toute la tragédie? Eurydice, c'est la mère de Aimant et la femme de Créon. Qu'est-ce qu'il faisait tout au long de la tragédie? Elle tricotera pendant toute la tragédie. Qui parmi les fils d'Oedipe est devenu roi le premier? Après la mort d'Oedipe, l'un de ses deux fils, Étiocle Polynice, qui est devenu le premier roi? C'était Étiocle, car il était l'aîné, le plus grand. Quel était le pacte établi entre Étiocle et Polynice? Quel était le contrat entre les deux frères? Ils devaient régner sur Thèbes un an chacun à tour de rôle, c'est-à-dire chaque année, l'un d'eux doit régner et après une année, il doit céder le trône à son frère. Qu'est-ce que le roi a ordonné de faire pour Polynice? Le laisser sans funérailles, comme une proie pour les corbeaux et les chacals. Ça veut dire qu'il ne va pas l'enterrer, il va le laisser sans funérailles et il va être
comme une proie pour les corbeaux et les chacals. Quel est le rôle du prologue? Il présente les personnages. Quand l'histoire a-t-elle commencé selon le prologue? L'histoire va commencer quand? Après la mort des deux fils d'Oedipe, après la mort de Étiocle et Polynice, c'est là où l'histoire d'Antigone va commencer. Pourquoi la guerre entre les deux fils d'Oedipe a-t-elle éclaté? Car Étiocle a refusé de céder la place à son frère. C'est la cause de la dispute des deux frères. De quoi sera puni celui qui bravera l'ordre du roi? Celui qui ne va pas respecter l'ordre du roi, de quoi sera-t-il puni? Il sera impitoyablement puni de mort. Quelle fatalité pèse sur Antigone? Quel est le sort d'Antigone? C'est la fatalité de la mort qui pèse sur Antigone. Antigone va-t-elle échapper à cette fatalité? Justifiez votre réponse. Depuis le début de l'histoire, on sait que Antigone sera morte. Est-ce qu'il va réussir à échapper ou bien changer son destin qui est la mort? Antigone ne va pas échapper à cette fatalité parce qu'elle est un personnage tragique. À quelle heure la nourrice est-elle allée à la chambre d'Antigone? À quelle heure? C'était à 4 heures du matin. Que soupçonne la nourrice? De quoi il a douté quand il a trouvé Antigone, quand il a trouvé que Antigone est sortie à 4 heures? Il a soupçonné que Antigone est sortie pour rencontrer un amoureux. Quelle première explication Antigone donne-t-elle à la nourrice sur ce qu'elle faisait dehors pendant la nuit? Quelle était la justification donnée par Antigone à sa nourrice? Qu'elle est sortie pour se promener. À la lumière de votre lecture de la scène, qu'est-ce que Antigone est allée faire dehors pendant la nuit? D'après ce que vous avez lu dans la tragédie, dans l'histoire, pourquoi Antigone est sortie à 4 heures? C'est pour enterrer le cadavre de son frère Polynice. Quel secret partagent les deux sœurs Antigone et Ismène? Quel est le secret qu'ils partagent?
les deux sœurs partagent le secret de l'enterrement du cadavre de leur frère Polynice. Que refuse de faire Ismène? Dites pourquoi. Que refuse de faire Ismène? Ismène refuse d'accompagner sa sœur pour enterrer le cadavre de Polynice parce qu'il a peur de souffrir. Ismène paraît plus raisonnable que sa sœur, Antigone. Elle justifie sa peur par des arguments logiques et acceptables. Elle est consciente de sa faiblesse et de la force de Créon, mais Antigone rejette ces arguments et justifie son acte par le devoir moral ou bien le devoir familial ou bien le devoir fraternel. Comment Antigone a-t-elle procédé pour rompre son mariage avec Aimant? Quelles sont les étapes suivies par Antigone pour terminer ou bien pour rompre sa relation avec Aimant? D'abord, Antigone s'est assurée que Aimant l'aime avec sincérité. Ensuite, elle lui fait dire un serment. Enfin, il lui annonce la rupture de leur mariage, qui ne se réalisera jamais. Pourquoi Ismène est-elle revenue une deuxième fois parler à sa sœur? Ismène est revenue une deuxième fois parler à sa sœur pour essayer ou bien tenter de la convaincre, car Antigone lui a déjà promis dans la scène 3 de lui donner une seconde chance pour la convaincre de ne pas aller enterrer le cadavre de Polynice. Comment le garde Jonas se fait-il présenter à Créon? Jonas se fait connaître d'abord par son nom et son grade. Ensuite, il se compare à ses amis et au reste du régiment. Enfin, il emploie le procédé de la mise en valeur pour montrer qu'il garde servile et qu'il est un garde servile et docile. Après avoir découvert le cadavre recouvert de terre, quelles suppositions les gardes ont-ils faites quand ils ont trouvé le cadavre recouvert de terre? Quelles sont les suppositions qu'ils ont faites? Les gardes ont supposé que c'était une bête qui grattait la terre. Puis ils ont cru que c'était un enfant lorsqu'ils ont trouvé une pelle et de petites traces de pas. Ils ont cru au début que c'était une bête, mais après ils ont cru aussi que c'était seulement un enfant quand ils ont trouvé une pelle près du cadavre. Que demande Créon aux gardes de faire? Après s'être assuré que le secret n'a pas été divulgué,
Créon demande aux gardes de retourner surveiller le cadavre auprès de ses amis et le menace de mort si le secret est divulgué. Il lui demande de revenir garder, surveiller le cadavre pour savoir, pour être sûr que c'était juste un enfant qui jouait et ce n'était pas une autre personne qui a essayé de braver l'ordre du roi. Pourquoi Créon voulait-il étouffer cette affaire? Créon veut étouffer cette affaire parce qu'elle présente une mauvaise menace pour son régime qui risque de s'affaiblir. Qu'est-il arrivé à Antigone? Antigone a été arrêtée en train d'enterrer le cadavre de Polynice. Antigone est revenue une deuxième fois pour compléter son travail d'enterrer son frère. Et dans cette deuxième fois, elle a été arrêtée par les gardes. À quelle heure a-t-elle été arrêtée et par qui? Antigone a été arrêtée à midi par les gardes de Créon. Comment Antigone a-t-elle été arrêtée? Comment? Antigone a profité d'un relâchement dans la garde pour enterrer le cadavre de Polynice en grattant la terre avec ses mains. Il a utilisé ses mains, ses ongles pour gratter la terre pour enterrer son frère. Comment les gardes traitent-ils Antigone? Comment ils se sont comportés avec Antigone? Les gardes traitent mal Antigone, ils se moquent d'elle, la méprisent et ne lui prêtent aucune attention à ce qu'elle dit ou ce qu'elle ressent. Pourquoi Créon est-il surpris lorsqu'il entre sur scène? Créon est surpris parce qu'il a vu Antigone menottée. Il a pensé que sa nièce a été arrêtée par erreur. Qu'apprend-on de la bouche d'Antigone? Antigone reconnaît les faits et affirme avoir enterré son frère 2 fois, la première fois à 4 heures du matin et la deuxième fois à midi. Antigone, il n'a pas nié ses actes, au contraire, il a avoué, il a dit que c'est elle qui est allée enterrer son frère 2 fois. Comment Créon se comporte-t-il avec Antigone? Créon parle à Antigone avec autorité et fermeté et en lui posant des questions. Pourquoi Antigone ne comprend pas la volonté de Créon d'étouffer l'affaire?
Antigone ne comprend pas pourquoi Créon agit de la sorte, parce qu'elle pense recommencer l'enterrement une fois relâché. Quel argument donne Antigone pour justifier son acte? Comment il a justifié ce qu'elle a fait? Antigone justifie son acte par le devoir moral et fraternel. Elle doit enterrer son frère pour que son âme repose en paix. Que rappelle l'entêtement d'Antigone à Créon? Antigone est un personnage entêté. Que rappelle ce comportement à Créon? Créon a compris que l'entêtement d'Antigone rappelle l'orgueil de son père Oedipe. Antigone, il ressemble beaucoup dans son caractère et son comportement. Il ressemble à son père Oedipe. Que fait Créon pour convaincre Antigone? Créon s'adresse à Antigone en employant une autorité politique, en disant « je suis le roi », puis son autorité familiale, quand il a dit « je suis ton oncle », et enfin sa force physique en prenant Antigone par le bras et en la serrant très fort. Comment Créon procède-t-il pour montrer à Antigone l'absurdité de son geste? Comment Créon va-t-il faire pour faire comprendre à Antigone la gravité et le danger de ce qu'elle a fait? Pour montrer à Antigone l'absurdité de son geste, Créon lui révèle d'abord la vérité sur ses deux frères, qui n'étaient que des véritables traîtres. Ensuite, il lui montre que les rites religieux par lesquels on célèbre les morts sont ridicules et insignifiants. Enfin, Créon banalise le mythe d'Oedipe en le considérant comme une contagion familiale. Qu'est-ce qui montre que toutes les tentatives de Créon sont vaines? Toutes les tentatives persuasives de Créon aboutissent à l'échec parce que Antigone refuse d'aller dans sa chambre et menace de recommencer si elle sort du palais. Ce qui montre que Créon n'a pas réussi à convaincre Antigone. Montrer que Créon adopte une stratégie persuasive dans ce face-à-face avec Antigone. Quelle est la stratégie suivie par Créon pour persuader Antigone? Créon adopte une stratégie persuasive qui varie selon les réponses d'Antigone. Au début, Créon adopte un ton autoritaire. Puis, quand il a vu que cela ne produit que l'effet contraire, il a adopté un ton modéré et moqueur. Enfin, il a adopté un ton attendrissant et pathétique pour amener sa nièce à adhérer à son projet de rétablir l'ordre social à Thèbes, quand il a dit « Mais je t'aime bien tout de même avec ton sale caractère ». Que révèle Créon à Antigone sur ses deux frères? Créon révèle à Antigone la vérité sordide de ses deux frères. Il lui dit qu'ils étaient des voyous,
des traîtres qui maltraitent leur père et qu'ils avaient vendu leur pays pour de l'argent. C'est la vérité de Étiocle et Polynice. Montrer que Créon a réussi à faire fléchir Antigone. Créon est arrivé à faire fléchir Antigone. Elle a donc décidé de rejoindre sa chambre et de renoncer à l'enterrement de son frère. À un moment, Créon, il a cru que ça y est, il a réussi à convaincre Antigone. Quelle est l'erreur fatale que Créon a commise? Quand Créon a parlé du bonheur, il a commis une faute irréparable. Il a rappelé à Antigone la vie qui l'attend. Une vie qu'Antigone trouve laide et dégradante, la vie où elle sera obligée de dire oui. Et c'est l'erreur fatale de Créon, puisque Antigone ne veut jamais dire oui. Quand Créon a réalisé qu'elle a perdu la partie, qu'a-t-il demandé à Antigone de faire? Dites pourquoi. Quand Créon a senti qu'elle a perdu, qu'est-ce qu'il a décidé? Bien, qu'est-ce qu'il a demandé à Antigone? Créon a réalisé qu'il a perdu la partie. Il a demandé à Antigone de se taire, mais elle a refusé. Et elle s'est condamnée elle-même. Que fait Ismène quand il entre et quand elle quitte la scène? Ismène crie quand elle entre et quand elle quitte la scène. Le premier cri est un cri de délivrance parce qu'elle a trouvé Antigone avant sa mort. Et le deuxième cri est un cri d'angoisse parce qu'elle va rester seule sans sa sœur. Qu'est-ce qui a poussé Créon à demander aux gardes d'emmener Antigone? Le roi n'avait pas le courage de condamner Antigone, mais c'est elle qui l'a poussé à prononcer la condamnation. Antigone ne voulait pas se taire. Ses menaces, son défi, ont eu raison de la sagesse du roi. Que reproche le cœur à Créon? Le cœur reproche à Créon son impuissance et sa faiblesse devant Antigone. Le cœur demande à Créon de sauver Antigone parce qu'elle n'est qu'un enfant. Mais Créon ne peut rien faire. L'ordre à Thèbes compte pour lui plus que Antigone. Comment Créon justifie-t-il son acte? Créon justifie son acte par la nécessité de la mort d'Antigone. Il a réalisé qu'Antigone a choisi la mort et qu'elle l'aura. La pièce est une tragédie qui doit se terminer par une mort. Comment Créon apparaît-il devant son fils? Créon apparaît comme un homme faible, humble, épuisé et incapable de faire quelque chose pour sauver Antigone. Mais il est aussi tendre, doux et aimant, son fils qu'il appelle par mon petit, mon garçon. Comment Créon tente-t-il de convaincre son fils? Créon supplie son fils d'oublier Antigone et d'accepter la vie sans elle.
Il lui fait savoir qu'il ne peut pas sacrifier l'intérêt du pays pour celui de son fils, car la foule hurle autour du palais et qu'Antigone doit mourir parce qu'elle a parlé. Quelle image Aimant avait-il de son père? Aimant avait l'image d'un père puissant, fort, courageux, ce Dieu géant, et un bon éducateur. Tu me montrais des livres dans ton bureau. Quelle image Aimant a-t-il de son père après la condamnation d'Antigone? Après la condamnation d'Antigone, Aimant ne voit en son père qu'un homme faible et incapable d'agir. Avec quelle intention le cœur s'adresse-t-il à Créon? A-t-il du succès? Le cœur cherche à sauver Antigone. Il n'a pas réussi, car la foule que Créon ne peut pas contenir est au courant de la condamnation. Comment Antigone apparaît dans sa prison? Antigone apparaît affaiblie et épuisée par les événements qu'elle venait de vivre. Elle se soumet à son destin et n'y oppose aucune résistance. Qu'apprend le garde à Antigone? Le garde apprend à Antigone qu'on allait la murer vivante. Elle sera enterrée vivante. Que veut confier Antigone au garde et pourquoi? Antigone confie au garde une lettre qu'il a écrite à Aimant et dans laquelle il lui explique pourquoi elle a rompu leur mariage et pour s'excuser d'avoir causé des torts à la famille. Elle n'avait pas le temps de lui dire à quelle personne il doit la donner. D'ailleurs, Aimant ne recevra pas cette lettre. Où se situe la scène racontée par le messager? La scène décrite par le messager se situe à l'endroit où Antigone a été enterrée, c'est-à-dire dans les cavernes de Hadès. Dans un premier temps, le messager raconte ce qui s'est passé à l'extérieur de la tombe, puis dans un deuxième temps, ce qui s'est passé au fond de la tombe. Quelle impression dégage le tableau de la mort d'Antigone et d'Aimant? Le tableau de la mort d'Antigone et d'Aimant dégage une impression de tristesse et de mélancolie. Pourquoi la reine s'est-elle suicidée? Où l'a-t-elle fait? Comment est décrite sa chambre? La reine s'est suicidée dans sa chambre en se tranchant la gorge. La chambre de la reine est décrite comme la chambre d'une jeune mariée, mais elle est démodée. Qu'est-ce qui caractérise la mort d'Eurydice? Quelle image nous reste-t-il d'Eurydice? La mort de la reine est caractérisée par la sérénité et le calme, d'où l'emploi des adverbes comme sagement, posément, tranquillement. L'image qui nous reste d'Eurydice est celle d'une jeune mariée, étendue sur son lit au lendemain de sa nuit de noces. Où les deux amants, Antigone et Aimant, se trouvent-ils enfin réunis? La description que fait Créon des deux amants montre qu'ils se sont retrouvés dans la mort, ils ont trouvé la sérénité et la paix tant recherchées. La mort a réuni les deux amants, que la vie n'a pas réussi à réunir. La mort des deux amants ressemble à un mariage plein d'amour. Qu'est-ce qui rappelle Créon à la réalité? Qu'est-ce qui a réveillé Créon? Ce qui rappelle Créon à la réalité, c'est le temps, 5 heures. Ainsi, le passage du temps montre que la vie continue, malgré tous les problèmes,
tous les malheurs font partie désormais du passé et la vie continue, qu'on le veuille ou pas. Qu'est-ce qui caractérise la réalité de Crayon? La réalité de Crayon est caractérisée par la monotonie, par la répétition des mêmes tâches, par les souffrances morales et physiques. Comment Crayon va-t-il affronter la réalité après la mort des siens? Crayon va affronter la vie après la mort des siens avec courage. C'est un roi qui assume ses responsabilités et qui continue à gouverner malgré tous ses malheurs. Que fait le chœur dans la scène finale? Le chœur intervient pour annoncer la fin de la pièce et pour faire à la fois un résumé bref de la situation et un commentaire sur la présence des gardes sur scène. Le chœur parle des humains, de tous ceux qui, de près ou de loin, ont été appliqués dans cette histoire. Il parle de ces gens à la troisième personne du pluriel comme s'ils faisaient partie du passé. Quelle impression dégage la présence des gardes? La présence des gardes dégage une impression de malaise et de dégoût parce que le laid finit par l'emporter sur le beau. C'est la victoire du quotidien prosaïque, sans poésie et sans âme, qui finit par prendre le dessus. Quelle est la valeur symbolique du jeu qu'il joue, le jeu de cartes? La présence des gardes avec leur indifférence symbolise le retour à ce monde où domine le laid. La tragédie ne les concerne pas. Les gardes appartiennent au monde prosaïque, à la réalité de tous les jours, au monde des instincts. Les gardes symbolisent le monde minable, banal, sans gloire ni grandeur. Ils représentent le bonheur que refusait Antigone parce qu'il est laid. On passe maintenant au troisième œuvre, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Quel est le genre de cette œuvre? Est-ce que c'est un roman autobiographique, un roman à thèse ou bien un roman policier? Oui, roman à thèse. Quelle est sa date de parution? C'est 1829. Quelle est la thèse défendue? Est-ce que c'est l'application de la peine de mort, ou bien l'abolition de la peine capitale, ou bien la défense de la peine capitale? C'est l'abolition de la peine de mort. Quelle est la visée du texte de ce roman? Est-ce qu'elle est argumentative, narrative ou bien informative? Argumentative. Quelle est l'heure de l'exécution? 2 heures, 3 heures ou bien 4 heures? 4 heures. Le narrateur est un forçat ou bien un galérien ou bien un condamné à mort? C'est un condamné à mort. Quel est le premier lieu de séjour du narrateur? Est-ce que c'est la conciergerie, Bicêtre ou bien l'hôtel de ville? La première présence c'était Bicêtre. À partir de quel chapitre annonce-t-on le dernier jour? Est-ce que c'est à partir du chapitre 13 ou bien 18 ou bien 48? Oui, c'est chapitre 18. Comment le narrateur a-t-il décrit les spectateurs? Est-ce qu'ils sont gentils, malheureux ou bien avides de sang? Oui, avides de sang. Pourquoi l'auteur n'a pas cité le prénom du condamné? Est-ce que c'est pour rendre son roman universel ou bien pour attirer la pitié du lecteur? Pour rendre son roman universel. Quel est le lieu de l'exécution?
Est-ce que c'est le Palais Royal, la place de Grève ou bien la tour Notre-Dame? C'est la place de Grève. Quel est son amour d'enfance? Peppa, Marie ou bien Mary? C'est Peppa. Quels sont les personnages que le narrateur a laissés derrière lui? Est-ce que 2 filles et une mère, un garçon, une fille et une épouse, ou bien une fille, une femme et une mère? Il a laissé une fille, une femme et une mère. Quel est le nombre des chapitres? 47, 48, 49. 49. Quelle est la date de naissance de l'auteur? Victor Hugo. 1815, 1810, 1802. 1802. Quelle est la date du décès de l'auteur? C'est 1885. Où se trouve le narrateur? Est-ce que c'est dans un cabinet, dans un cachot, dans un cabaret? Donc, puisqu'il est en prison, il est dans un cachot. À quelle peine est-il condamné? Les galères, les travaux forcés, la mort. C'est la mort. Par quelle machine sera-t-il exécuté? La guillotine, la chaise électrique ou bien la potence? La guillotine. Qui va l'exécuter? Est-ce que c'est un geôlier, un guichet ou bien un bourreau? C'est le bourreau. Quelle est la situation familiale du condamné? Est-ce qu'il est veuf, marié ou bien célibataire? Il est marié. Quelle est l'heure de l'annonce du dernier jour? 6 heures, 6h30, 7 heures. 6 heures. Quel est le spectacle qu'a vu le narrateur dans la cour de la prison, dans le chapitre 13? Est-ce que c'est l'exécution des forçats, le ferrage des forçats, la fête des forçats? C'est le ferrage des forçats. Pourquoi le narrateur est-il emmené à l'infirmerie? Parce qu'il s'est évanoui. Qu'est-ce qu'il a entendu à l'infirmerie? La voix d'un oiseau, la femme d'un condamné, une jeune fille de 15 ans. Il a entendu une jeune fille de 15 ans. Quel est l'âge de sa mère? 62, 40, 64, 66. 64 ans. Quelle était la durée de son procès? 3 jours, 5 jours, 6 jours. Il a duré 3 jours. Qui est l'un des condamnés qui ont laissé des traces dans la même cellule du condamné? Charles X, Papavoine ou bien Pépita? C'est Papavoine. Quel est l'âge du condamné qu'a rencontré le narrateur à la conciergerie? 50, 55, 60 ans. Il avait 55 ans. Qu'est-ce que le vieux condamné a pris au narrateur? Une montre, une redingote, une chemise. Une redingote. Comment le narrateur a-t-il caractérisé l'idée de la mort? Est-ce qu'elle est heureuse, elle est malheureuse, elle est jalouse? Elle est jalouse. Combien de temps le narrateur a-t-il passé à Bicêtre? 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines. 6 semaines. Qu'a-t-il appris en prison? Le jeu de cartes, l'espagnol ou bien l'argot? Il a appris le l'argot. Quelle faveur a-t-on accordé au narrateur? Des papiers et une plume, des romans et des revues, des chemises et des pantalons. On lui a donné des papiers et une plume. Qu'est-ce que le narrateur aurait dû faire lorsqu'il était à l'infirmerie? Se suicider, se cacher, s'évader. S'évader.
On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous sera utile pour mieux comprendre le contenu des histoires des œuvres du programme. Merci pour votre attention et à bientôt.